L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Dimanche politique sur ESAE TV, chers amis internautes, bonjour. Bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité qui reçoit pour vous le pasteur Michel Alokpo. Il est pasteur de l'église évangélique, il est le secrétaire général et porte-parole du cadre de concertation des confessions religieuses. Il est également le président directeur général d'une organisation non gouvernementale, Jeunesse en mission. Avec lui, nous parlerons sans nul doute de la médiation initiée par les anciens présidents Thomas Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo avec le général Abdourahmane Tiani. On parlera également des recommandations de la conférence épiscopale du Bénin sur le code électoral et la paix sociale. Comme à l'accoutumée, je serai en compagnie de Billy Gaïla Ebi. Bonjour. Bonjour Kader. Bonjour à vous, pasteur Michel Alokpo. Bonjour Kader. Merci d'être dans nos murs. Merci beaucoup. Merci d'avoir cette invitation également. Un plaisir. Monsieur Alokpo, bienvenue à nouveau. On va démarrer par la médiation initiée par Boniaï et Soglo dans le cadre de la crise Bénin-Niger. Ces deux anciens présidents du Bénin ont initié cette médiation pour apaiser la crise, les tensions entre les deux pays frères. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que c'est une initiative très appréciée. Surtout par la majorité des citoyens béninois, et c'est un partenaire international. J'ai suivi sur BB5 la réaction de certains citoyens de la sous-région qui ont vraiment apprécié cette initiative, sauf que l'initiative est venue tard dans un monde trop vieux. C'est vrai que... Pour vous, elle aurait dû venir quand? L'erreur? Elle aurait dû venir quand? Parce que vous estimez qu'elle est trop tard. Cette médiation serait arrivée tout au début de la crise, tout au début quand la CEDEAO a pris la décision de fermer les frontières. Et je pense que cela doit nous donner à réfléchir. Le président Tinubu n'a pas consulté ses pairs, ses prédécesseurs, parce que c'est lui qui a induit le président Talon dans ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Talon ne serait pas dans la situation où notre pays ne serait pas en train de vivre ce qu'elle est en train de vivre si Tinubu avait consulté son prédécesseur, parce que il y a eu coup d'État dans la sous-région, au Mali, au Burkina Faso. C'est quelqu'un qui était à la tête de la CEDEAO et qui a suggéré ces crises. Mais c'est quand Tinubu a été élu président de la CEDEAO, le premier acte qu'il a posé,
c'était de pas favoriser que ces coups d'État se continuent. Alors, pensez-vous que ces deux médiateurs réussiront leur mission d'apaiser les tensions et de ramener la paix entre les deux? Bon, mais ils sont partis, ils ont rencontré les autorités du Niger, ils n'ont pas encore fait le point de leur séjour au Niger, mais ce que je sais, c'est que les discussions étaient heureuses et les deux chefs d'État ont été bien reçus par le ministre de l'Intérieur, le directeur du cabinet du président de la République du Niger et par le président Tiani lui-même. Ils ont également rencontré les anciens présidents de la République du Niger. Et je pense que on est sur une bonne piste. Certes, Tiani les a reçus lui-même, mais le Niger a décidé le Niger compte exploiter le pipeline du Tchad pour exporter son pétrole brut. Est-ce que vous ne voyez pas dans cette décision du Niger une façon de montrer que le pays est toujours, ou les autorités, de montrer que les autorités nigériennes ne décollent pas, sont toujours contre l'initiative de se réconcilier avec les dirigeants béninois? Mais c'est d'abord la réconciliation entre les deux peuples. Il estimé que les peuples ont des différends. Le peuple nigérien, le peuple béninois. Est-ce que c'est le peuple qui sont les peuples qui ont des mais différends ou les dirigeants? C'est les deux peuples qui Ou les souffrent. dirigeants? C'est les deux peuples qui souffrent des conséquences de la crise qui secoue ces deux voisins. C'est la population du Niger, c'est la population du Bénin qui souffre par rapport à cette crise. Et je pense que le Niger a décidé d'aller vers le Tchad via le Cameroun pour faire passer son pétrole. Je ne sais pas, c'était au départ le projet qui était sur la table et c'est le président Boni Yayi qui a œuvré pour que ce pacte-là ne passe pas le Bénin. Et c'est vrai que le président Talon a concrétisé cela et c'est au bonheur de la population du Bénin, surtout celle de Sémékoji, d'où je viens. Maintenant, est-ce que le président Yaïbouni et Soglo pourront convaincre Tiani à revenir sur sa décision de faire passer désormais le pipeline par le Niger? Je ne sais pas, je ne peux saurais le dire. À votre avis, quelles sont les conséquences à long terme si cette tension perdure entre les deux pays? Les conséquences à long terme, dans un premier temps, c'est les élections de 2026. Le Bénin, le pouvoir en place au Bénin, va sentir les conséquences de cette crise en 2026. Le peuple béninois ne va pas pardonner le gouvernement du Bénin. Donc, vous parlez des conséquences pour le Bénin. Pour le Bénin. D'accord. Mais les conséquences pour le Niger, vous comprenez, les rapports d'amitié qui existaient entre le Bénin et le Niger, à la longue, va prendre un coup. Vous savez, les Nigériens ont déjà décidé de faire passer leurs marchandises par le Togo. Ils n'ont rien à perdre. C'est le port du Bénin qui reçoit un coup dur. Sur le plan économique, c'est très dur. Ce serait très dur. Et vous le savez que le Niger participe à l'économie de notre pays à cause des nombreuses marchandises. J'étais resté à Parakou. Moi, j'ai vécu la transaction qu'il y avait entre le Bénin et le Niger pendant des années. Et je sais le flot d'argent
que cela génère dans la caisse de l'État. Et c'est compliqué. C'était compliqué. C'est très compliqué pour notre pays, le Bénin. Michel, alors qu'est-ce qui peut changer avec cette médiation de Boni Yayi et Nicéphore Soglo? Les relations. Comment ils peuvent changer? Les relations... Vous estimez que la jeune doit abdiquer avec cette médiation? Il faut travailler sur les relations. Dans quel sens? Il faut calmer les ardeurs. Il faut calmer les autorités nigériennes par rapport à ce qu'ils ont vécu. Vous comprenez que tout dernièrement, il y a eu 5 cadres de WACO Niger qui ont été jetés en prison. Et puis après, une condamnation à sursis a été prononcée. À la suite, le président nigérien a décoré ces braves cadres qui sont allés en mission pour leur pays. Ça, le Niger ne veut pas tolérer ce qui s'est passé. Moi, je n'ai pas aimé ce qui s'est passé pour des questions de badge. Pour des questions de badge, on traduit des cadres, des hauts cadres nigériens devant... On parle de fraude. Une cour criminelle. On parle de fraude. Une cour criminelle. Alors, pasteur, on ne va pas pleurer sur le dos de les renverser. Aujourd'hui, Boni Yayi et Nicéphore Soglo ont été au Niger pour obtenir le dégel. Ils n'ont pas été mandatés par Patrice Talon. Alors, quelle est la partition de Patrice Talon dans cette médiation dont ils ont pris l'initiative? Donc, si le président Patrice Talon, de fait, n'a pas autorisé les 2 présidents à se rendre au Niger, mais il sait qu'ils partent au Niger. Il faut qu'ils échangent à leur retour ou qu'est-ce qui doit se passer? Il faut qu'ils échangent à leur retour. Mais il faut que le président Talon offre la possibilité de recevoir ces 2 présidents pour que ces 2 présidents puissent faire le point de leur rencontre avec les autorités nigériennes. Et je ne sais pas. Qui ne va pas les recevoir? Ah, je crois que la sagesse veut qu'ils reçoivent ces 2 anciens présidents qui sont partis en mission. Et selon les dires, ils étaient à une rencontre avec Goodluck Jonathan. Et c'est au travers de cette rencontre qu'ils ont décidé que les 2 anciens présidents aillent au Niger. Goodluck Jonathan a été un ancien président du Nigeria. Et je pense que les rapports de bon voisinage veut que le président Talon puisse recevoir ces 2 anciens présidents et les écouter sur les discussions qu'ils ont eues avec les autorités nigériennes. Que pensez-vous de ceux qui ont des craintes sur la bonne foi de l'ancien président Boni Yayi quand il est vêtu du statut du président du Parti politique des démocrates, qui est un parti d'opposition à Patrice Talon? Oui, mais vous savez que Boni Yayi, c'est un chrétien. Il a joué franc dans le jeu politique. Il était hors du parti les démocrates, il était le président d'honneur, et puis après, il est devenu président du parti. Et cela ne gêne en rien cette négociation. Selon vous? Sauf que ça peut profiter aux démocrates. Le fait que Yahi soit parti négocier une médiation avec le président nigérien, ça peut favoriser le parti les démocrates. Mais c'est pas très sûr. C'est une manière que les hommes d'État du Bénin puissent se voir pour parler, pour trouver un compromis à leurs difficultés. Actuellement, c'est vrai, beaucoup de gens savent que entre Soglo, Yahi et Talon, le courant ne passe pas bien. Mais c'est une occasion pour ces 2 chefs d'État de se voir pour parler honnêtement, pour oublier le passé et voir l'avenir en face. Et savoir que le Bénin, c'est pour nous tous. Je crois que mon appel va sonner tout droit dans les oreilles du président Talon et que les 3 présidents vont se rencontrer pour échanger, pour trouver un compromis. Rien n'est impossible à Dieu. Mon Dieu, il est capable, toute situation compliquée,
il peut le réparer. Donc, vous Afin avez qu'on espoir. regagne la confiance du Niger. Avec la confiance. Pour qu'on regagne la confiance du Niger. Non, je crois que même les Nigériens sont en train de prier pour que le calme revienne entre les deux pays. Donc, selon vous, il y a espoir quand même que cela se fasse, qu'il y ait réconciliation, qu'il y ait apaisement de tension. Il y a espoir, moi je crois. J'ai la foi qu'il y a espoir que la réconciliation peut se faire, mais pas seulement avec les deux anciens présidents qui vont prendre l'initiative. Avec qui d'autre? Ben, je crois que la CEDEAO, puisque c'est la CEDEAO qui a été à l'origine de cette crise, la CEDEAO doit pouvoir voir sa posture et la CEDEAO doit pouvoir jouer un rôle important. Lequel? Ah ben, écoute, de réconciliation entre le Bénin et le Niger. Parce que c'est la CEDEAO qui a créé ce conflit. Le Nigeria, le président Tinubu doit jouer un rôle important. Est-ce selon vous, je ne vous coupe pas, est-ce selon vous la manière de résoudre cette équation, la réaction de la CEDEAO, son intervention et tout? Vous estimez que Tinubu doit se déplacer sur le Niger? Tinubu doit prendre son bâton de pèlerin parce qu'il est à l'origine de ce qui arrive entre le Bénin et le Niger. Le président Talon n'a été que son élève. Il a été en mission, mais la mission n'a pas été bien accomplie. Et c'est lui qui doit réparer. Avec ses pairs forts, doit pouvoir se mettre dans la danse. Comment appréciez-vous la position du président Faure dans cette crise-là? Lorsque vous savez que le Togo est membre de la CEDEAO, il y a eu une assise pour prendre une décision, mais il s'est stipé du lot et il a soutenu la junte. Et voilà, le Bénin en paie le lot tribut aujourd'hui. Qui est con? Il a peur d'un coup d'État? Fort n'est pas con. Fort Donc, a su profiter de la situation. Donc ce sont nous les Béninois qui sont cons. Ah bon, je ne sais pas. Fort a su profiter de la situation pour contourner le Bénin et drainer les opérateurs économiques du Niger. Que pensez-vous de ceux qui estiment que la CEDEAO devrait en principe sanctionner le Togo pour n'avoir pas obtempéré? Est-ce que la CEDEAO a jamais sanctionné un pays en crise? Je ne pense pas. En 2019, les opposants ont écrit à la CEDEAO pour demander que les élections soient inclusive, pour demander à ce que la CEDEAO voit un peu la situation du Bénin pour que les élections soient crédibles et inclusives. Ils n'ont pas pu réagir. Alors aujourd'hui, plus personne ne croit à la CEDEAO. Plus personne ne croit à la CEDEAO. La CEDEAO doit être reformatée. C'est clair. Talon aurait bien fait alors de faire comme Fort. Et bien sûr. Si Talon avait fait comme Fort, on ne serait pas dans cette situation. Le Nigeria également. Le Nigeria n'a pas respecté à la lettre les décisions de la CEDEAO. Mais en temps, il avait coupé le courant, il y a eu des morts dans les hôpitaux au Niger. Oui, mais après, ils ont été réhabilités, ils ont rétabli on dit la vie humaine est sacrée. Il y a eu des morts d'hommes. Vous savez, le Nigeria a frontière avec le Niger du côté du nord, et ce sont des frères. Ils parlent Haoussa, ils parlent la même langue. Mais vous savez, le Nigeria est organisé. Et au Bénin, avec Malanville et autres, il y a quand même des Haoussa dans la partie là. Il y a des Haoussa, il y a des Dendi, il y a des Diamants. Oui. Je suis d'accord. Mais c'est que la force. Est-ce que ce n'est pas dû à une question géopolitique où le Niger, où les patrons de la junte au pouvoir estiment par exemple que le Nigeria, vous savez, on parle du géant, quand on évoque le Nigeria et on voit le Bénin à côté, entre le Bénin et le Nigeria, on estime que le Nigeria a plus d'atouts et est plus économiquement profitable. Bien sûr. Bien sûr, vous avez conclu, bien sûr. Le Nigeria a un pont entre le Bénin et le Niger. Et aujourd'hui, le Bénin est en train de tracer un corridor par Segbana pour régler les problèmes de transport terrestre, les marchandises et autres. Mais ça va fâcher encore le Niger. L'essentiel, c'est que les deux chefs d'État
Passy Talon et Tiani puissent s'asseoir pour se parler sous la médiation des anciens présidents du Bénin, de Tinubu, de Faure et Yadema. Et je pense que si le président de la République Talon a l'humilité d'accepter, d'élargir cette médiation avec les anciens présidents du Bénin, et vous savez que ces anciens présidents du Bénin n'ont plus le pouvoir, mais il faut que quelqu'un d'autre de la sous-région, je ne vais pas parler de l'homme du Sénégal, qui est déjà en mission pour obliger les 3 pays du Sahel à retourner vers... Vous parlez de Diomaye Faye? Diomaye Faye à retourner vers la CEDEAO. Il y a une mission qu'on lui a confiée, mais je ne sais pas s'il va réussir cette mission. Mais c'est important que le président Talon accepte une médiation par conduite par Talon, par Soglo et Yahi, mais conduite par Tinubu, qui est, je le répète, qui est à l'origine de ce conflit. Le responsable de tout ceci. Ouais. Parlons à présent du code électoral et de paix sociale. La relecture du code électoral ne passe toujours pas au niveau du clergé catholique qui, suite à son colloque, a décidé de rendre public 8 recommandations le 20 juin dernier. Entre autres, l'Église catholique invite le gouvernement et le Parlement à œuvrer à une relecture consensuelle du dit code dans un esprit de vérité et dans l'intérêt de la nation. Quelle est votre analyse? Je veux saluer cette initiative de l'Église catholique. Vous y avez pris part? J'y étais. Et je pense que c'est la solution. L'Église catholique a toujours joué un rôle d'avant-garde. Durant plusieurs processus électoraux, l'Église catholique a toujours fait preuve de sagesse et de diligence pour amener la paix dans notre pays. La relecture de ce code électoral va participer à ramener la paix dans le pays et afin qu'il y ait le vivre ensemble. Parce que ce code, je ne vais pas encore le critiquer, je l'ai suffisamment critiqué, n'arrange pas le devenir de notre nation. Ce code va fragiliser la classe politique. D'abord, au sein de la mouvance, ce code dérange plusieurs acteurs de la mouvance. Vous voyez, entre la loi de 2019 et celle de 2024, mais on ne peut pas faire une comparaison. La loi de 2024, c'est une loi qui a été corsée. Ils l'ont dit, nous allons corser la loi électorale. Dans quelle intention? Une mauvaise intention ou une bonne intention? Pour vous, depuis que la démocratie, depuis qu'on est en démocratie, depuis que Soglo et que le feu Général Kérékou ont inauguré la démocratie dans notre pays, on n'a jamais vu un code de abracadabram qui pointe à l'horizon les dangers politiques, fragiliser la classe politique, semer des troubles à l'ordre. Je ne pense pas que ce code va passer. À votre avis, l'Église catholique qui invite le gouvernement et le Parlement à revoir et à procéder à la relecture de ce code, est-ce objectif? Mais est-ce que c'est seulement l'Église catholique? On a vu des imams de la partie septentrionale du pays qui, à travers une déclaration, approuvent ce code électoral, par exemple. Ils ne sont pas d'avis de ce que vous êtes en train de décrire ce matin. C'est une opinion que vous. Oui, mais écoutez, le colloque a été lancé par l'Église catholique et la communauté musulmane. Ils ont ensemble, après le vote de ce code, demandé dans un premier temps la rélecture. C'est pas seulement
C'est pas seulement l'Église catholique. Ceux qui parlent seulement de l'Église catholique, il y avait les musulmans, il y avait les endogènes, il y avait les évangéliques, il y avait la société civile qui a participé à ce colloque. Et d'ailleurs, les partis politiques? Les partis politiques. Les actes qui ont été publiés il y a quelques jours, j'étais à cette séance. L'Union islamique était là. Maintenant, ce qui s'est passé à Parakou, je ne vais pas dire mon opinion sur ça. L'Union islamique a dénoncé ces imams du Nord. Et vous voyez comment les politiciens se sont arrangés pour manipuler ces imams. Les politiciens ont manipulé les imams pour faire une déclaration qui divise les communautés religieuses. Selon vous, en tout cas selon certains, le fait que les religions se mêlent de relecture du code, de politique et tout, c'est qu'il y a un intérêt en vue. Qu'en pensez-vous? Certaines rumeurs disent que c'est parce qu'ils ont des intérêts chacun, qu'ils se mêlent chacun à son tour de ce code de la relecture du code. D'accord, je suis d'avis. Chacun a son opinion. Ce que nous avons connu en 2019, au cours de la conférence des forces vives de la nation, l'Église catholique est intervenue. C'est grâce à l'intervention de l'Église catholique que nous pouvons parler de démocratie. Si l'Église catholique n'existait pas, n'était pas intervenue au sein de la classe politique en cette époque, est-ce qu'on parlera de la démocratie? On sera toujours avec le parti révolutionnaire qui vont nous conduire dans le trou droit, dans le mur. Moi, je pense que l'Église a toujours joué son rôle de veille citoyenne. L'Église a une voix prophétique. La voix prophétique pour donner aux autorités politiques la conduite à tenir en temps de crise. L'Église catholique là a joué. Et je pense que l'Église catholique, c'est la seule Église au Bénin que je connais qui n'est jamais rentrée en politique. Mais tout le reste, on se sert parfois en politique. L'Église catholique... Mais est-ce que la position de l'Église catholique n'est pas parfois politique? Oui, mais une position qui permet de retrouver la paix dans un pays, elle est politique. Ceux qui ont voté ce code-là aussi voudront qu'ils sont animés aussi d'une volonté de garantir la paix et la stabilité du pays. Il ne peut pas le dire. Alors, au point 3 de ces recommandations, là, on dit le gouvernement et l'Assemblée nationale sont invités à œuvrer à une relecture consensuelle du code électoral dans un esprit de vérité et dans l'intérêt supérieur de la nation, en faisant attention, premier point, à l'impact de son application, notamment du code électoral qui peut avoir sur les résultats des législatives de 2026. En effet, si avec les 10% de seuil au niveau national, seuls 3 partis ont pu entrer au Parlement, que pourrait-on attendre de l'application du seuil de 20%, non plus au niveau national, mais par circonscription électorale? Au deuxième point, on dit aux éventualités possibles qui pourraient survenir à l'issue des élections de 2026 et à leurs conséquences pour la gestion pacifique du pouvoir, aucune des éventualités possibles à l'examen de la situation n'est rassurante pour la nation ni pour aucun parti politique. Au troisième point, aux dispositions imprécises dans la loi dont la mise en œuvre peut être source de problèmes. Alors, est-ce que de façon ramassée, on peut dire, lorsqu'on lit à ce point-là, le problème c'est lié au taux d'éligibilité de partage des sièges? C'est une erreur qui s'est glissée dans ce code. Et c'est ce qu'ils ont fait. Aussi par rapport à la constitution qu'ils ont votée en 2019, c'est une erreur. Aucun parti politique au Bénin ne peut respecter ce seuil de 20%. Pas circonscription électorale. Alors que aucun parti politique au Bénin ne peut respecter cela. Je crois qu'il veut semer le chaos. Qui veut semer le chaos? Ah, ceux qui ont voté ce code. Il veut semer le chaos pour reprendre le pouvoir à leur avantage. Sinon, on ne comprend pas comment ils vont demander que les partis politiques aux élections législatives puissent avoir 20% par circonscription
électorale. Si vous ratez les 20% au niveau d'une seule circonscription, vous n'êtes pas éligible. Vous n'êtes plus éligible. Mais c'est compliqué, c'est pas réfléchi. Cette disposition, de façon sincère, quel est le problème que cela pose pour vous dans un contexte démocratique? La loi de 2019 Oui. a fixé le seuil à 10% sur le plan national. Oui. Mais cette loi a fixé le seuil à 20% au niveau des circonscriptions électorales. C'est que ça pose un problème. Ça pose un véritable problème de transparence. Ce qui va se passer, les gens vont tricher. Les gens vont voler. Parce que ne pouvant pas atteindre le seuil de 20%, ils vont tricher et ça va créer un chaos dans le pays. Monsieur Alokpo, selon des rumeurs toujours, chacune de ces religions, l'une soutient la mouvance, l'autre soutient l'opposition. Et on dit surtout que c'est l'Église catholique qui soutient l'opposition parce que les démocrates participent souvent aux séminaires de l'Église catholique et tout. Les gens pensent que l'Église catholique soutient l'opposition et que les imams soutiennent la mouvance. Que pouvez-vous dire de écoute, c'est un faux problème. Vous avez entendu un représentant de la communauté islamique qui a désapprouvé la sortie des imams de Parakou. Le président de la communauté musulmane ne s'est pas encore prononcé. Ils ont dit qu'ils vont faire une tournée dans tout le Bénin, comme ils l'ont fait à Parakou. S'ils sont capables de le faire, je leur donnerai raison. Si ceux qui ont organisé cette prière à Parakou, s'ils peuvent répéter cette prière dans tous les départements de notre pays et prononcer ce même discours, je leur tirerai le chapeau. C'est pour vous dire que c'est faux. C'est les politiciens qui sont en dessous. Même pour le colloque. La position sont aussi en dessous, oui, au niveau de la conférence épiscopale? Non. Je parle des politiciens qui sont en dessous de cette prière qu'ils ont fait à Parakou. Et pour le colloque, qui est en dessous? Mais pour le colloque, ce que je voudrais vous dire, la communauté musulmane était engagée pour le colloque. J'ai des amis qui font partie du cadre de concertation, qui sont musulmans, qui m'ont filé l'information. C'est à la veille du colloque qu'un ministre du gouvernement a appelé le président de la communauté musulmane pour lui dire de ne pas participer à ce colloque. C'était qui ce ministre? Je ne vais pas citer son nom. Il est du Septentrion, il est du Septentrion ou bien de la partie méridionale? Il est du Septentrion, il est BR. Et c'est lui qui organise tout ça là. Aujourd'hui, je ne vais pas citer son nom. Mais je pense que on ne peut pas être dans un pays ordonné, un pays de droit, pour que de pareilles choses se passent. Et on veut diviser le Nord contre le Sud. Je parie qu'aucun imam du Sud ne va s'associer à ce qui s'est passé à Parakou. Et que les politiciens sortent de l'ornière pour se prononcer sur le discours, le mot d'ordre des imams. J'ai vu des députés, j'ai vu 2 députés, un ancien député, un actuel député du BR à cette manifestation et qui ont pris la parole. Mais écoute, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vraisemblable. Il veut crucifier notre démocratie. On a le droit de leur dire arrêtez. Mais à votre avis, les religions devraient-elles se mêler de la politique, des affaires d'État? Les religions, a priori, ne doivent pas se mêler de la politique. Mais ce qui s'est passé dans le passé, vous avez appris qu'un imam de Cotonou a été député à l'Assemblée. Pas le BR. Alors, c'est la politique qui est en train de s'infiltrer au sein des religions. Est-ce que ça empêche, est-ce que ça interdit un pasteur évangélique d'être candidat aux élections législatives? La laïcité ne permet pas, si un pasteur veut être candidat aux élections législatives, l'Église ne l'interdit pas. Il enlève sa veste de pasteur, il enlève sa veste
Ça s'est Les passé. imams aussi l'ont enlevé. Oui, oui, ça s'est passé dans d'autres pays. Ce n'est pas interdit. Tu enlèves ta toche de pasteur, ta toche Mais quelle est l'embouchure, quel est le champ d'action du religieux en politique, sur la scène politique? médiateur, Médiateur. Et c'est ce que vous jouez? prophète et médiateur. Le religieux est là pour réconcilier la classe politique. Le religieux est là pour pacifier les conflits au sein d'une communauté, au sein d'une population. Et c'est ça notre rôle. Certains estiment que dans votre élan de réconciliateur, vous êtes partisan. Ben écoute, avant d'être réconciliateur, Vous avez une position, il faut c'est ça? que les partis acceptent que vous soyez le médiateur. On ne peut pas se décider être médiateur sans que les deux parties ne nous acceptent pas d'être le médiateur pour régler le conflit. On ne peut pas s'imposer médiateur. Non. C'est le peuple qui décide si l'Église peut être médiateur ou pas. Je pense que le jeu qui se joue actuellement, les gens regardent. Ça fait froid au dos. Notre démocratie était tellement appréciée dans le passé, tellement appréciée par les autres pays. Les acteurs politiques disent qu'ils sont en train de la moderniser. Ah bon? Ah bon? Une démocratie appréciée que Boni Yayi avait qualifiée dans ton temps de Nescafé, par exemple. Ils sont en train de chargé de désordre et d'anarchie. Ils sont en train de crucifier la démocratie. Est-ce que c'est pas l'anarchie, le désordre qu'avait déploré Boni Yayi que les acteurs politiques aujourd'hui essaient d'extirper de cette démocratie-là? Écoutez, moi, j'ai été chargé de mission du ministre de l'Intérieur en tant que responsable d'une ONG, en tant que pasteur. Mais quand j'ai pris la robe de chargé de mission, j'ai enlevé la robe de pasteur. J'ai écrit une brochure là-dessus. J'ai écrit une brochure. Mais quand j'ai quitté ma fonction de chargé de mission, je suis retourné dans ma fonction de pasteur. Tout comme beaucoup le font. Comme beaucoup le font. Ce n'est pas interdit. Oui. Ce n'est pas interdit. Mais le cafouillage qui s'observe actuellement entre les acteurs politiques, je ne sais pas s'ils financent ces imams, d'aucuns disent qu'ils ont eu de l'argent, je ne sais pas, mais ce cafouillage est organisé par les acteurs politiques. Et ce n'est pas normal. Ce que l'Église catholique demande, la révision ou la relecture d'un code électoral qui ne permet pas le vivre ensemble, qui ne permet pas la paix. Mais est-ce que l'Église catholique a péché? Et pensez-vous que le gouvernement en place ou le président lui-même prendra en compte ces recommandations-là? Et je l'ai dit dans un article, le président de la République, il est catholique comme le président de l'Assemblée. Donc, l'évêque, le clergé catholique, pour ces deux personnalités, constituent un père spirituel pour le président de la République. Est-ce que on peut se poser la question, le président Talon doit-il obéir à son pasteur ou faire sa volonté? Le président de l'Assemblée doit-il obéir à un prêtre qui le suit, qui le coach, ou bien il va faire sa volonté? Vous savez, le pouvoir, c'est Dieu qui donne. Vous le savez. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Et à la tête de l'église, il y a le pasteur, il y a le prêtre. Et parfois, il faut prier, chercher la volonté de Dieu. Et c'est en cela que j'ai beaucoup apprécié dans ces recommandations que les prêtres ont demandé au peuple humain de prier, de jeûner. Le peuple, c'est aussi le président de la République, c'est aussi le président de l'Assemblée nationale. Et on doit pouvoir chercher la face de Dieu dans ce conflit, cette crise qui secoue notre pays. Et on sera toujours un bel exemple en Afrique de l'Ouest et en Afrique tout entière. Je pense que rien n'est impossible à Dieu. L'essentiel, c'est de prier pour le chef de l'État.
Prier pour le chef de l'État. Ah oui, de prier pour le Il en a président. besoin. De prier pour le président de l'Assemblée. Afin qu'ils prennent conscience du chemin qu'ils sont en train de prendre. Et on souhaite que la paix règne dans notre pays. On souhaite qu'ils soient à l'écoute de leur prêtre, de leur pasteur, pour que nous puissions vivre ensemble encore pour les années qui nous attendent. C'est donc le message que vous avez à passer. Oui, c'est le message que j'adresse au chef de l'État, au président de l'Assemblée, dans toute humilité, et qu'il pense à la souffrance du peuple. Le peuple est en train de souffrir. Qu'il pense, qu'il écoute les prêtres qui les entourent, qu'ils écoutent le peuple. Ils peuvent écouter les politiciens de leur parti politique, mais beaucoup plus Dieu. Parce que la situation que nous traversons, c'est une situation spirituelle. C'est une situation spirituelle qui veut conduire le pays dans un chaos. Et puis, nous ne le souhaitons pas du tout. Nous voudrons que la paix règne au Bénin et que entre eux de la mouvance, déjà qu'il y ait une entente. S'il n'y a pas entente entre eux, si au milieu de la mouvance, ça crache, et alors, qu'est-ce qui va se passer si l'opposition s'y ajoute? Je pense que c'est seulement Dieu qui va nous aider à nous sortir de ce problème, de ces situations critiques. Et nous voulons vivre d'ici 2026. Nous voulons que la population du Bénin arrive à trouver quelque chose à mettre sur les dents, parce qu'actuellement, c'est pas facile. La charité de la vie, ça constitue un grand problème pour la population béninoise. Et à ajouter des problèmes politiques. Et on va aller où? Je pense que les églises vont fermer. Et c'est ce qui va se passer. Merci, monsieur Aloko. Voilà. Merci à vous, Michel Aloko, chers amis internautes, de cet entretien sur la question ou la médiation initiée par les anciens présidents Thomas Boniaye et Nicéphore Dieudonné Soglo auprès du patron de la jeune au pouvoir, le général Abdourahmane Tiani. Michel Aloko, pasteur de l'église évangélique, porte-parole du cas de concertation des confessions religieuses, a eu à faire savoir que c'est une démarche très appréciée, elle est louable et salvatrice. Pour lui, l'initiative est venue trop tard car elle aurait dû venir au début de cette crise afin de limiter les dégâts. Il a eu à marteler au cours de cet entretien que c'est le président de la République fédérale du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, qui est celui qui a induit le président béninois Patrice Talon en erreur, car pour lui, Tinubu aurait pu faire recours à ses prédécesseurs, notamment Goodluck Jonathan et également le président Buhari, pour qu'ils puissent gagner de l'expérience dans la gestion de telles crises afin que le Bénin n'ait pas à vivre ce qu'il vit depuis bientôt plus d'un an. Les discussions ont été heureuses selon les indiscrétions qui lui sont parvenues. Pour lui, Patrice Talon doit offrir la possibilité de recevoir les anciens présidents Thomas Boniaye et Nicéphore Dieudonné Soglo afin d'appréhender un peu la nature des échanges qu'il y a eu au niveau du Niger pour que l'on puisse progresser vers le processus de dégel de cette crise. Pour lui, le courant entre Nicéphore Dieudonné Soglo, Patrice Talon et Boniaye ne passe pas. Il invite véritablement à ce que la cordialité soit de retour entre ces trois hautes personnalités du pays pour le bonheur des populations. Pour lui, la réconciliation est possible, certes, avec les anciens présidents Thomas Boniaye et Nicéphore Dieudonné Soglo, mais aussi et surtout avec le concours de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, notamment le président Bola Ahmed Tinubu et ses pairs. Il a indexé au cours de ses propos le président togolais Faure Gnassingbé. Pour lui, la CEDEAO doit être reformatée. Interrogé sur les recommandations de la conférence épiscopale sur le code électoral et la paix sociale, elle salue l'initiative de l'Église catholique car pour lui, elle a d'ailleurs été toujours avant-gardiste pour prévenir des crises sociales. Pour lui, ce code électoral qui a été récemment modifié et complété va fragiliser la classe politique. Il a eu à argumenter dans ce sens-là. Pour lui, ce n'est pas que l'Église catholique qui a participé au colloque qui a engendré ces recommandations-là. Il y a eu également les évangélistes, il y a eu également l'Union islamique du Bénin, la société civile et les acteurs politiques
islamique. Et donc pour lui, ces recommandations résultent d'une unanimité de sentiments partagés. Pour ce qui est de la déclaration des imams de la partie septentrionale du pays, pour lui, selon son opinion, les informations qui lui sont parvenues, les politiciens ont eu à manipuler les imams car il y a eu déjà des réactions d'imams de la partie méridionale du pays qui désapprouvent cela et font savoir que ce n'est pas l'Union islamique du Bénin qui approuve le code électoral. Pour lui, aucun parti politique ne peut respecter le taux de 20% par circonscription électorale qui est exigé pour le partage des sièges pour les élections législatives, car pour lui, cette disposition est suicidaire et qu'aucun parti politique ne pourrait respecter ce critère. Il a fait savoir au cours de ses propos lors de ses révélations qu'un ministre du Septentrion et notamment du bloc républicain a essayé de faire pression sur l'Union islamique du Bénin afin qu'il ne participe pas au colloque sur le code électoral. Et donc pour lui, il se pourrait que ce ministre-là, dont il n'a pas voulu révéler l'identité, serait aux manœuvres de ce qu'on a pu observer, de ce qu'il qualifie de manipulation des imams du Septentrion. Il souhaite un retour de l'entente au sein de la mouvance présidentielle, car pour lui, il n'y a pas entente au sein de la mouvance présidentielle et que cette entente-là risque d'imploser le pays, risque d'imploser la nation, parce que déjà, au sein de la mouvance, ils ne s'entendent pas. Et qu'en serait-il avec les relations avec ceux de l'opposition? J'espère que vous avez été plus ou moins fidèle. Super. Merci à vous, Michel Alokpo. Je rappelle à nos amis internautes que vous êtes pasteur de l'église évangélique, vous êtes le secrétaire général et le porte-parole du cadre de concertation des confessions religieuses, également président d'une organisation non gouvernementale qui est baptisée Jeunesse en Mission. Merci d'être passé. Merci à vous, Billy Gaïlaïbi, d'être resté avec moi pour conduire cet entretien. Merci à vous, chers amis internautes. Vous retrouverez à 19h Billy Gaïlaïbi pour le JT des JT. Merci pour l'attention, portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV.